Le trio économique est super content de vous présenter son premier commanditaire, l'avocat Jean-Sébastien Lebrun de chez Spiegel Ryan. Si vous avez besoin de conseils juridiques en matière fiscale, Jean-Sébastien, c'est le gars qu'il vous faut. C'est un avocat, un fiscaliste. Il vous offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat, de vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale et aussi pour résoudre des litiges fiscaux. Il offre un accompagnement spécialisé et personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales partout au Québec et même au-delà des frontières. Jean-Sébastien Lebrun de chez Spiegel Ryan, contactez-le au 514-866-3514. Bon épisode. Bienvenue, chers auditeurs, dans le trio économique, mais très drôle de formule cette semaine parce que, bon, Vincent pouvait pas pour je me souviens plus trop quelle raison et Yann avait l'horaire complètement chargé, donc déplacer ça une autre journée, c'était impossible. Mais notre ami Pierre Desrochers était quand même très généreux de son temps pour en fait, c'est lui qui me dit j'aimerais parler de ce sujet-là. Puis là, j'ai dit, ben Vincent, il est pas là. Puis là, bon, on a convenu que ça pouvait se faire cette semaine. Donc, vous nous avez en duo, simplement. Fait qu'on on espère que ça changera. En fait, on espère que ça va nous permettre de moins déraper et de plus passer de temps sur le sujet en fait, que je te laisserai présenter, Pierre, Oui. parce que je veux pas trop escamoter Non, ben écoute, ta c'est un sujet. présentation. Non, c'est beau. Ben écoute, si tu peux amener les images, parce que je pense que je peux donner un peu de contexte avec ça. Donc, c'est un sujet sur lequel je travaille en tant qu'enseignant, pas en tant que chercheur, mais je commence à préparer un petit truc sur le sujet. Ce que j'appelle le nouvel âge du cargo à voile. Donc, si tu veux aller à l'image suivante, dans le fond, je vais être sûr de ne plus avoir d'amis en géographie, là, parce que c'est ça. Après avoir écrit, l'avantage que j'ai d'être universitaire, puis c'est un plan de carrière aussi, c'est que je peux travailler sur des sujets pas payants qui intéressent une portion limitée de personnes parce que, bon, les écolos, les verts, ben, eux, en partant, les gens qui sont un peu critiques du mouvement vert s'intéressent plus ou moins à des sujets comme l'achat local ou le retour du transport à voile là, par rapport au transport au mazout ou au fioul lourd. Mais je trouve que c'est un outil pédagogique quand même intéressant dans la mesure où je peux expliquer pourquoi les combustibles fossiles sont arrivés et quels sont les avantages qu'on prend pour acquis maintenant d'un truc comme le transport par container. Donc, j'ai pas vraiment l'intention d'écrire un bouquin là-dessus comme je l'ai fait sur l'achat local, en partie parce que tu as une communauté en ligne, des gens qui ont de la famille qui est dans la marine depuis des générations, des choses comme ça. Tu as des groupes de discussion qui sont quand même assez sophistiqués, puis j'ai comme l'impression que ce que je peux contribuer est peut-être un peu moins original que ce que j'avais à dire sur la bouffe locale. Mais ce que je compte faire, c'est dans le fond utiliser 2 bouquins pour écrire un gros essai, genre 25 ou 30 pages sur le sujet pour rappeler à la nouvelle génération des arguments qui étaient compris par à peu près tout le monde au 19e siècle. Donc, les 2 bouquins que j'ai choisis, si tu veux aller à l'image suivante. Parce que quand Les on en... parle du retour du Ouais. cargo à voile, là, ça fait notamment penser, on en avait parlé dans un. Je pense que c'est là que tu m'avais écrit, je me disais, hey, je pourrais en parler de ça. Je m'étais mis à parler de. Parce qu'il y avait une espèce de publicité que j'avais vu passer sur Internet d'un, d'une brûlerie québécoise qui vend Ouais. du café même au Costco, là, Ouais. puis qui nous disait que eux, leur café était genre net zéro ou je sais pas trop, parce que maintenant, le grain arrive sur des bateaux à voile. Et là, on se disait, Exactement. mais ça semble un peu farfelu quand on y pense, là. Mais Mais ça, en tout cas, c'est comme on va voir, c'est comme la bouffe locale. Tu vois, la bouffe locale, à l'origine, c'était vendu pour dire de la bouffe abordable pour tout le monde, alors que dans les faits, le seul créneau que tu peux avoir, c'est de la bouffe pour les classes moyennes supérieures. C'est la même chose pour le cargo à voile, on va y venir. Donc, c'est un bouquin qui a été publié récemment. J'étais un peu jaloux, là, Trade Winds. Ils l'ont traduit en français tout de suite, là, Cargo à voile. C'est publié par une presse universitaire britannique. C'est quand même pas rien. Les anglophones ont une expression You don't judge a book by its cover, mais dans ce cas-là, tu peux vraiment juger le contenu en regardant le gars là, de Bouquelaire. Donc, lui, c'est un diplômé en communication.
Bach est en musicologie. Il a écrit une thèse de doctorat sur l'industrie de la musique comme outil de développement économique au Burkina Faso, qui est un pays complètement enclavé en Afrique. Et donc, OK. ça l'a préparé à être un expert de la marine à voile parce que, étant en Land, il y avait un petit bateau sur lequel il allait la fin de semaine. Donc, il s'est embarqué à un moment donné sur l'Aventure, qui est un de ces bateaux-là, justement, là, qui essaye de faire du commerce équitable / net zéro. Donc, on va y venir. Donc, ça, c'est un des 2 bouquins que j'utilise pour faire ma recension. OK. Si tu veux aller au truc suivant. Et l'autre, c'est une brique écrite par un gars, Irsi Maki, c'est finlandais d'origine. Lui, c'est un gars qui c'est son projet de retraite, là. En fait, je l'ai, le bouquin ici. L'autre, je l'ai juste acheté sur Kindle parce que ça ne me tentait pas de payer plus que j'aurais. Mais tu vois, OK, c'est quand même c'est un gros bouquin de 500 pages. C'est son projet de retraite. Et c'est bien de voir que quand même, tu as des presses universitaires, dans ce cas-là, Michigan State University Press, qui publient des trucs écrits pour un grand public, extrêmement bien documentés. C'est un ouvrage de synthèse, dans le fond, de l'histoire de la marine marchande sur les Grands Lacs, là, de la transition de la voile au charbon, au mazout. Et le gars, donc, a 40 années d'expérience dans le milieu. Là. Il a commencé comme matelot, mais ensuite, il a été ingénieur. Il a aussi travaillé pour des compagnies ferroviaires dont la business était autour du transport de minerais, ce genre de choses-là sur les Grands Lacs. Donc, vraiment, tu passes d'un gars qui a genre 120 jours d'expérience avec un gars qui a 40 ans. Donc, ça me semblait être un bon contraste. C'est ça. Et puis, bon, je prends pour acquis que personne ne sait ce que les géographes font. Là. Donc, c'est un truc de 1977 ici. Là, c'était la division traditionnelle en géographie. Donc, il y a des géographes économistes, ce que théoriquement je suis censé être, là, enfin, je sais plutôt ce que je suis aujourd'hui. Mais il y a également une sous-discipline qui est la géographie des transports. Et d'habitude, on empiète un peu sur les terrains les uns des autres, mais d'habitude, un géographe économiste comme moi ne traitera pas vraiment de la question des transports. Le géographe des transports va parler un peu de géographie économique, mais bon, on respecte nos limites. Sauf que mon collègue qui travaille sa géographie des transports, lui, sa vraie passion dans la vie, c'était les pistes cyclables. Puis, malheureusement pour lui, sa petite dernière est venue au monde avec un handicap important. Donc, il s'est spécialisé dans le transport pour personnes handicapées depuis des années. Puis, il y a une dizaine d'années, je lui disais Ron. Bon, enfin, je n'aurais peut-être pas dit le nommer. Là, mais, pas grave, les gens ne savent pas c'est qui. Les gens ne savent pas c'est qui de toute façon. Mais donc, lui, son cours, c'est ça. C'était vraiment ce qui intéressait les étudiants. Donc, une combinaison de pistes cyclables, de transport pour handicapés, puis leur enseigne également des systèmes d'information géographique. Fait qu'il n'y avait pas le temps d'enseigner la logistique, vraiment. Transport par container, ce genre de choses-là. Fait que j'ai dit, ben écoute, tu sais ce que je fais, là, c'est la mondialisation, ça te dérange-tu que je couvre cet aspect-là? Puis il a dit non. Fait que ça fait une dizaine d'années, dans le fond, que je couvre l'aspect commercial, si tu veux, de la géographie des transports dans mon département. Et puis, pour ce qui est de mon intérêt de recherche, dans le fond, c'est à peu près comme tous les domaines sur lesquels je travaille. Maintenant, vous savez ce que j'ai fait comme thèse. Donc, ce qui m'intéresse toujours, c'est la créativité puis l'innovation technique, les changements de technologie. Puis, vu que je me suis spécialisé en politique énergétique aussi, c'est les transitions entre modes d'énergie. Donc, encore une fois, la voile, le charbon, le combustible fossile. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui travaille sur ces sujets-là dans la géographie des transports. Tu as une dimension historique, mais les gens vont se spécialiser dans un domaine ultra étroit. Donc, c'est là que j'arrive, c'est là que je peux prétendre avoir une certaine expertise. Ça fait une dizaine d'années que j'enseigne là-dessus. Donc, juste pour établir ma crédibilité. Un peu sous le même principe de quand on avait fait l'émission sur l'histoire de la voiture électrique. Là. Exactement. Donc, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les transitions. C'est ça. Demande-moi pas les voitures électriques aujourd'hui, mais demande-moi les transitions il y a 100 ans, je vais le savoir. Bon, je veux quand même lancer des fleurs. Jean-Paul Rodrigue a obtenu son diplôme du même département que moi, donc à l'Université de Montréal, il y a 1 an ou 2, mais c'est le genre de diplômé dont mes professeurs sont fiers, là, je dis ça comme ça. Donc, il est associé au Forum économique mondial, il est le co-auteur du principal manuel en géographie des transports. Et ça, c'est en partie parce qu'il a hérité du travail. Montréal, historiquement, l'Université de Montréal puis Concordia avaient des géographes des transports assez bien connus. Donc, il avait écrit le principal manuel dans le domaine. Donc, notamment Claude Côtois à l'Université de Montréal, Brian Slack à Concordia. Donc, Jean-Paul a repris la suite. Et je le mentionne parce que, bon, c'est quand même pas rien. Les universités montréalaises ont une certaine présence dans la géographie des transports. Et le principal manuel utilisé aujourd'hui vient de ces départements-là. Voilà, c'était juste pour lancer une petite fleur là,
dire du bien de mes collègues des fois. Bon, alors encore une fois, je prétends pas. Je présume que vous avez des collègues, des auditeurs qui s'y connaissent plus que moi en matière de, que ce soit de se promener en voile sur le Saint-Laurent ou de travailler dans l'industrie de la logistique. Et vu que je n'ai pas encore écrit mon papier, ben, s'il y en a qui veulent me contacter à un moment donné, j'apprécierais peut-être parler à des gens de l'industrie aussi. Là. Je lance le message. Aujourd'hui, ma présentation, c'est plus comme un pitch que tu fais dans un meeting universitaire où tu recherches à avoir du feedback des gens qui sont dans la salle. Donc, je commence à m'y connaître assez bien en matière de transport moderne. Demande-moi le nom de la voile sur le 3e mât d'une brigantine au 18e siècle. Je ne le sais pas encore, là, mais bon, en tout cas. Mais je commence. On y arrive. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient. Donnez-moi un autre 10 ans. Il me reste 10 ans avant la retraite. Ouais. Bon. Je ne prendrai pas de chance. Là. Je vais demander à vos auditeurs de me croire sur parole. J'ai une version géante de ce petit tableau-là à ma gauche. Bon, OK, attends. J'espère que je ne rien, là. Bon, en tout cas, vous voyez un peu, là. Ben vous voyez que c'est pas de la bullshit, là. L'avantage que vous avez à Québec, c'est qu'il y a beaucoup de descriptions peintes de la vie quotidienne entre l'arrivée de la garnison britannique puis le début de la photographie. Puis c'est parce que les officiers britanniques à Québec étaient encouragés à pratiquer leur habileté à faire du dessin, parce qu'avant la photographie, c'était quelque chose qui était recherché dans l'armée britannique, là, la possibilité de représenter un paysage ou une ville ou une position, quelque chose comme ça. Donc, il y a plusieurs trucs qui ont été peints à Québec sur la vie quotidienne par des officiers britanniques. Et ça, c'est de loin mon tableau préféré. En fait, comme vous voyez, je l'aime tellement que je m'en suis fait faire une reproduction. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une firme de Austin, au Texas, qui l'avait déjà dans leur banque d'images. Fait que je ne sais pas si c'est connu à Québec, mais le gars s'appelait Beaufoy et le titre complet, c'est Vue de Québec de la pointe de Lévis. Et t'as à peu près 1840, si Vincent était là, je pense qu'il serait d'accord avec moi. C'est peut-être la dernière décennie où Québec est vraiment importante économiquement à l'échelle de l'Amérique du Nord. Pendant un bout de temps, le port de Québec a été le 3e port en Amérique du Nord, après New York et la Nouvelle-Orléans. C'est en bonne partie à cause du commerce du bois. Donc, il y a 2 petites flèches que vous voyez là. Il y en a un, c'est un radeau de cageux. Et ça, j'y reviendrai peut-être plus tard. Là. J'essaie d'introduire mes étudiants à l'histoire canadienne, puis ça ne les intéresse pas vraiment parce qu'ils connaissent mieux Shanghai ou New Delhi qu'ils vont connaître le reste de l'Ontario. Mais j'appelle ça d'habitude, quand Ottawa et Québec étaient des villes productives, donc le commerce du bois d'Ottawa qui se rendait jusqu'à Québec. Et il y a l'autre flèche, c'est ce que j'apprécie de son image, c'est que c'était un autochtone qui porte des vêtements féminins, ce qui n'était pas rare à l'époque. Moi, je suis sûr que s'il aurait demandé ses prénoms, il aurait été très surpris, là, mais c'est quand même pas rare. C'est ça qu'on appelle un bi spirituel? Ou, c'est peut-être de là que ça vient, mais il y avait les vêtements colorés et tout. Mais ce que j'adore dans ce portrait-là, c'est que tu commences à voir la transition de tous les modes de bateau que tu peux avoir vers 1840. Le seul qui me semble manquer, c'est un remorqueur. J'ai beau chercher l'image, là, j'en trouve pas un, mais je suis sûr qu'il y en avait à Québec. Mais les gens voient qu'au milieu, bon, c'est ça, il y a un bateau à vapeur, mais tu as toutes sortes, tu as le canot d'écorce de tout. Donc, enfin. Ce qu'on remarque, en fait, là, quand on regarde des peintures comme ça, des dessins comme ça, contrairement au présent, parce que si, mettons, par une belle journée d'été, tu vas sur la pointe de Lévis et tu regardes le fleuve, tu vas aussi voir des bateaux. Mais ce que tu vas voir, c'est pratiquement que relié au loisir. Ouais. Il n'y a plus de gens qui disent ben, je m'en vais à Québec puis ils partent avec une chaloupe. Ou, les gens ne font plus ça aujourd'hui. On n'utilise plus en fait la voie maritime comme moyen de transport dans le monde contemporain. Là. En tout cas, je m'étais prévu une joke ici, puis je voulais pas dire pour pas perdre de temps, mais tu me donnes l'occasion. Ce que je crois comprendre, la devise du Québec contemporain, c'est l'important, c'est d'être heureux. Là. Oui. Et ça, c'est avant le premier lien vers Québec. Regarde, les gens ont l'air heureux, donc je me disais, je veux pas semer la confusion. Là. Ben oui, c'est vrai, parce qu'à l'époque, c'est ça, il n'y a pas de pont entre Québec et Lévis. Là. Voilà, exactement. Donc, voilà. Alors, bon, c'est ça. J'utilisais cette image-là pour distinguer entre la navigation fluviale sur les rivières, la navigation côtière où tu pars pas du rivage, puis la navigation maritime, puis tu avais les 3 types de bateaux dans l'image. Une autre distinction qu'il faut faire, c'est entre la marine de guerre et la marine marchande. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est la marine marchande, donc maximiser le rendement. Tu n'as typiquement pas de rameur dans le passé, donc tu es beaucoup plus dépendant des vents puis des courants qu'un navire de guerre avec des rameurs pouvait l'être historiquement.
Donc, vous avez une trière grecque, en gros. J'ai cru comprendre, je pensais qu'on disait trirème, mais une chose que j'ai appris en travaillant sur la présentation aujourd'hui, en cherchant une traduction française, trière, c'est la traduction de l'ancien grec, puis trirème, c'est la traduction de l'ancien latin. En tout cas, peu importe. OK. Tu vois, ce que je savais pas. Donc, je m'intéresse vraiment à la marine marchande. Si tu vas aller à l'image. Suivante. Et puis, c'est la même chose pour les Norse, là, les Vikings. Si on pense aux Vikings, on pense aux Drakkar, mais il y avait aussi bateau marchand le Nord, là, où tu essayais de minimiser l'équipage et puis de maximiser le rendement. Voilà. Ceci étant dit, il y a quand même que dans le passé des navires marchands, il y a quand même eu du transport de personnes importantes ou de trucs extrêmement valables sur des navires de guerre. Aujourd'hui, l'équivalent, ce serait de dire des navires nucléaires. Tu en as eu quelques-uns dans le passé, mais ça n'a jamais marché vraiment pour le transport civil. Il y en a eu un aux États-Unis qui, bon, ils n'ont jamais réussi à recouvrir leur coût. L'Union soviétique en avait un dans les années, en ont construit 4, je pense, à partir de la fin des années 80. Mais le port de Vancouver n'a pas voulu laisser entrer le même bateau soviétique au nucléaire dans leur port. Ouais, Et puis, on il y a des comprend mêmes pourquoi. problèmes. On comprend pourquoi. Voilà. Donc, je couvre pas tout là aujourd'hui, mais j'essaie quand même d'en couvrir pas mal. Voilà. Absolument. Image suivante. Bon. Alors, le cargo à voile. Il y a dans le fond deux composantes à ce mouvement-là. J'appelle ça les approches modernes. Là. Mais tu vas voir. Je n'ai pas vraiment trouvé le vocabulaire adéquat pour traduire certaines expressions anglophones. Donc, si tu vas aller à l'image suivante. Donc, le premier volet, c'est ce que j'appellerais la rétro-innovation. Donc, il y a des gens qui veulent vraiment revenir au cheval ou à tout le moins à bicyclette. Mais eux, vraiment, ce qu'ils veulent, c'est la voile. La voile est la principale force motrice. Donc, si tu veux. Oui, ben c'est ce que l'image parce qu'il y a des gens qui sont en audio, là, ce qu'on voit dans le bas de l'écran, c'est monsieur c'est typiquement Montréal, là, mais ça n'a pas l'air d'être à Montréal, mais c'est typiquement Montréal. Donc, le monsieur sur un vélo avec un cargo, là, puis l'année passée, ça a été une grosse histoire là, qu'on nous expliquait que le progressisme, c'était de faire déménager un plombier à Montréal sur un vélo. Donc, probablement. OK, tu ne l'avais pas vu, celle-là. Donc, il y a eu un reportage, je ne sais pas si c'est Radio-Canada, tout ça, qui nous parlait du plombier à vélo de l'île de Montréal. Et puis, c'est un plombier là, qui fait des petits travaux là, pour des trucs municipaux. Là. Donc, il y a un évier bouché quelque part ou je ne sais pas quoi. Il part avec son vélo, puis là, dans son cargo, en avant, il y a 3-4, je sais pas, un ratchet, puis quelques trucs comme ça, parce qu'évidemment, on ne traîne pas une tank à eau chaude et Bien sûr. dans un cargo. Là. Puis tu as une espèce de mode, là, maintenant les villes, je pense, subventionnent des compagnies qui font de la livraison en vélo cargo et ce genre de choses. C'est comme si, en fait, on venait de découvrir que on venait de se dire que le jus de bras, finalement, ou le jus de jambe, l'énergie humaine était vraiment ce qu'il y avait de mieux à utiliser pour optimiser la production. Fait que c'est un peu ça. Okay. Mais tu vois, c'est ça. Il y a plusieurs trolls sur Internet. Tu as notamment Alexandria Ocasio-Cortez qui dit « Mon Dieu, un vaisseau poussé par le vent, on n'arrête pas le progrès. » là. Mais bon. Mais celui que j'ai ici, c'est pas un troll. Là. C'est une compagnie d'Halifax qui nous dit que dans le passé, les gens appréciaient que le café qui arrivait d'Amérique centrale à Halifax goûtait un peu le sel parce que c'était transporté dans des barils de bois sur un navire de bois. Il dit « On a perdu cette saveur-là avec la création... des containers puis des vaisseaux de métal. Donc, il faut en revenir au bois pour retrouver le goût d'antan. Là. Alors, si vous voulez payer 5-6 fois le prix, là, il y a quelque chose qui s'appelle Ocean Air Coffee. Donc, la première catégorie, je disais, la rétro-innovation. Ce que j'entends par là, c'est le vent comme principale force motrice. Donc, tu as 3 catégories de bateaux là-dedans. Là. Tu as des vieux navires qui ont été construits à la fin du 19e siècle, début du 20e, qui ont été rafistolés par une couple de compagnies, dont notamment Aventure, là, le bateau sur lequel l'auteur du premier bouquin était. Tu as des nouveaux navires inspirés d'anciens plans. Il y a une compagnie qui s'appelle Seba. Eux, ils veulent en revenir aux navires en bois parce que le bois, c'est plus durable que l'acier, on le sait tous. Et finalement, tu as un autre groupe de compagnies. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est construire des bateaux à voile, mais avec des technologies modernes. Donc, fibre de verre, carbone, ce genre de choses-là. Puis, tu as également des agences de courtage qui, justement, vont fournir ce que tu décrivais plus tôt, là, genre le café à voile à certaines compagnies un peu plus hipster riches, qui vont viser une clientèle particulière. Voilà.
Parce que j'imagine que peut-être je prends de l'avance sur ce que tu vas dire, là, mais je présume que les bateaux modernes sont beaucoup plus lourds que les bateaux en bois du Tu vas temps pour avoir, le. tu vas avoir une petite surprise quand on va arriver à justement cette OK. question-là. Tu vas OK, voir. parfait. Bon, alors évidemment, il y a des documentaires là-dessus. Alors, les hipsters sont là, heureusement, pour nous sauver. Bon, encore une fois, you don't judge a book by its cover, mais tu vois, je pense qu'ils correspondent vraiment au cliché. Donc, ça, dans ce cas-là, c'est la rivière Hudson, là, entre New York et Oui. Albany, pour ceux qui connaissent ça. C'est un voilier qui a à peu près 80 ans, je crois, qui ont retapé. Fait qu'ils se promènent avec des barils de bois, des caisses de bois, puis ils livrent des choses sur l'Hudson, là, entre New York, puis je sais pas où. Des villes de riches, là, au nord de l'Hudson. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, Aventure, c'est, comme je le disais au début, ce qui a inspiré l'auteur du bouquin, là, qui va en revenir à la marine à voile. Et donc, eux, ils ont rafistolé un bateau qui a un peu plus de 100 ans. Là. La version originale du bateau, c'est 1920. Et pour les gens à l'audio ici, donc, ils ont une approche en 5 étapes. La première, c'est sensibiliser à la destruction environnementale causée par le transport maritime. Le deuxième, construire un avenir maritime propre. 3, vendre des produits Aventure haut de gamme. Et on va y revenir pour soutenir le fonctionnement du projet. Ensuite, créer une demande pour les produits transportés par la voile. Et puis ça, c'est dans le fond la première étape pour qu'ils puissent construire une flotte moderne de voiliers cargo, là, donc des voiliers avec des technologies un peu plus avancées. Parce que un des arguments, parce que tu as différentes personnes qui sont contre le libre-échange, là, ça va autant à gauche qu'à droite, là. Mais traditionnellement, en tout cas, moi, ce que j'entendais des gens plus à gauche, leur principal argument contre le libre-échange, c'était l'aspect environnemental. C'est que ça pollue de faire venir des trucs de l'autre bout du monde, on serait mieux. Et là, après, arrive la dérivée de ça qui est l'achat local. Là, dans le contexte contemporain, des tarifs, là, ils ont comme tous oublié qu'ils étaient pour le protectionnisme et l'achat local. Et là, maintenant, ils sont devenus des défenseurs du libre-échange par opposition à Donald Trump. Là. Mais mettons qu'on se rappelle, c'était vraiment ça, l'aspect environnemental, c'était l'argument. Parce que justement, les gros bateaux, on disait. C'est quoi qu'il disait? Un truc que j'entendais souvent, c'était un gros bateau, un seul bateau, mettons, avec des containers, ça pollue plus que tout le parc automobile dans un an, ou tu sais, ce genre de. Ce qui est complètement faux. Mais je t'entendais parler il y a quelques jours des bananes de Saint-Eustache. Ouais. Je dis Saint-Eustache, non, ça pas de Saint-Eustache, c'est mon coin de pays. Là. Je ne vais pas dire trop sur ma vie personnelle, mais Saint-Eustache. J'ai été marié à l'église de Saint-Eustache, mon premier mariage, en tout cas. Ben, est-ce que tu as déjà mangé les bananes de Saint-Eustache? Ah, ça n'existait pas dans mon temps. Okay. Je suis trop vieux, là, ça vient de commencer. Mais je suis allé voir sa carte où ils sont, 148. Là, je sais exactement où ils sont. Je connais un peu ce coin-là. Bon, ben, ce qui est intéressant quand même pour l'aventure, le bateau a 120 ans, a 100 ans, mais tu as un générateur diesel dessus, tu as des réfrigérateurs, tu as l'éclairage, tu as les toilettes modernes, tu as tout le confort, tu as les instruments électroniques. Donc, oui, on en revient au bateau à voile, mais jusqu'à quel point, n'est-ce pas? Alors, tu as un réservoir de carburant de 2330 litres. Je ne sais pas si c'est gros ou pas. Là. Moi, les gens qui font de la voile sur le Saint-Laurent, c'est vous pouvez me le dire. Là. Mais je tiens à préciser quand même que c'est pas la marine d'autrefois où tes toilettes, c'était genre un trou sur le bord du bateau, là, puis tu n'as pas d'électricité, puis ton système contre la vermine, c'est d'avoir des chats là, sur le bateau. Là. Non, puis tu n'avais pas genre l'Internet via Starlink sur le bateau, ce genre de truc-là. Là. On comprend que c'est pas tout à... C'est un genre c'est un truc vintage, mais c'est rétro-moderne. Ben exactement. Voilà, c'est ce que j'appelais la rétro-innovation. Bon, ça, c'est beau, j'en ai déjà parlé. Eux, ça fait des années qu'ils construisent leur bateau en bois. Je ne sais pas ce qui leur prend aussi, autant de temps. Au début, ils pouvaient blâmer à COVID, je présume, mais je suis encore allé vérifier la semaine passée. Ça a l'air que leur bateau n'est pas encore complété, puis ça fait des années qu'ils travaillent dessus. Mais bon, encore une fois, un bateau tout en bois. On y reviendra plus tard. Ça, c'était la deuxième approche. Puis encore là, bon, eux, pourquoi le bois? Parce que les arbres vont repousser, donc c'est moins nocif pour la nature. Mais quand même, ils vont avoir une batterie là, qu'ils veulent charger par hélice, parce que bon, quand ton bateau se déplace poussé par le vent, tu peux avoir une hélice en bas là, qui génère un courant électrique, fait que tu t'en sers pour charger ta batterie. Puis l'idée, c'est qu'ils vont servir de la batterie par vent faible ou défavorable. Et lors des manœuvres dans les ports, qui est un autre problème que ces gens-là doivent régler. Donc.
Si tu vas aller à l'image suivante, on verra sur Seba. Et puis, bon, ça, c'est des Français, c'est TOT, là, Transoceanic Wind Transport. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de Français dans ce mouvement-là. Et eux, ben, c'est ça, ils ont créé un bateau. Jusqu'à quel point c'est différent d'autres genres de voiliers, là, mais c'est un bateau cargo. Puis des voiliers cargo aujourd'hui, ben, il s'en fait plus, évidemment. Mais bon, encore une fois, c'est fibre de verre, des mâts en carbone, ce genre de choses-là. Donc, si tu veux aller. Donc, c'est ça. Tu as des vieux bateaux rafistolés, des bateaux inspirés d'anciens designs en bois, puis des bateaux plus modernes. Mais ils ont tous des technologies modernes. Justement, les systèmes de navigation, Starlink, la possibilité d'avoir une hélice dans l'eau qui génère de l'électricité, etc. Mais tu as également ce qu'ils nous disent pour certains, des panneaux solaires, du biodiesel qui est fait, je présume, avec l'ancienne graisse de friture de frites, là, parce que tu peux pas, il faut que ce soit du biodiesel, il faut pas que ça soit bon. Et puis, c'est ça, l'hélice qui génère de l'électricité, en français, c'est un hydrogénérateur, ce que j'ai appris il y a quelques jours. Si tu vas aller à l'image suivante. Donc, ils ne se privent pas de ces technologies-là. Alors, pourquoi revenir à la voile, leur argument de vente? Bien, évidemment, c'est la durabilité, donc c'est l'énergie renouvelable, que ce soit de l'énergie éolienne ou sinon du biodiesel. C'est une consommation éthique. Tous ces bateaux-là ne font que du commerce équitable. Et on va y revenir. Ils ne vendent pas de produits que tu trouverais chez Costco, à moins que ce soit du... Bon, peut-être que Costco va vendre du café équitable, comme tu disais, je ne sais pas. Et leur objectif, c'est toujours de créer une alternative au transport maritime conventionnel plutôt que de le concurrencer en termes de prix et de rapidité. Puis, ils offrent également des séjours et des stages de voile. C'est une autre façon pour eux de générer des revenus. OK. La deuxième, c'est la propulsion assistée par le vent. Donc, dans ce cas-là, le vent n'est pas la principale force motrice, mais c'est une énergie d'appoint. Et il y a des systèmes, je ne sais pas comment les décrire si vous ne savez vraiment pas ce que c'est là, pour les gens qui sont à l'audio. Mais l'idée, c'est par exemple, tu peux avoir un gros cerf-volant que tu mets devant ton bateau qui peut aider à tirer ton bateau. Ou si d'autres technologies, des voiles rigides ou sinon des rotors flexner, on va y revenir plus tard. Mais l'idée, c'est que tu ajoutes une composante vent au bateau qui existe déjà. Et c'est différents systèmes qui sont promus depuis des années. Donc voilà. Donc, ça, c'est un truc que j'ai trouvé, je crois que c'était dans la presse. Donc, une voile qui permettrait d'économiser jusqu'à 40% du carburant. Donc, c'est une justification à la fois économique et environnementale. Si tu vas aller au truc suivant. Ça, c'est vraiment la presse, là, le Vectis Progress, un cargo à voile porté par le vent. Dans ce cas-là, c'est une voile rigide, c'est pas un cerf-volant là, pour les gens à l'audio. Donc, cette voile rigide exploite le vent pour réduire la mazout des navires marchands. Une technologie en progression dans un secteur très polluant. Mais j'imagine que, tu sais, dans le fond, le transport qu'eux appellent conventionnel, là, qu'ils disent polluant et autres, là, ben, eux, là, ils ont le plus intérêt possible à réduire les coûts de reliés à l'énergie. Fait que clairement, non, mais clairement, dans le fond, ces alternatives-là, je veux dire, si ils les adapteraient si vraiment ça fonctionnait, si vraiment ça économisait. Ben, si ça fonctionnait, j'imagine qu'ils sont les premiers à faire oui, ça m'intéresse. Si tu lui dis, regarde, ton gros cargo, si je sac un cerf-volant en avant, tu réduis de 40% ton coût de fuel pour le trajet, je vois pas pourquoi ils feraient non, nous, on aimerait ça payer plus cher. Pourquoi ils ont besoin de Laure Varidel ou de Christian de ben c'est ça, c'est un peu ça que je me demande. Là. Alors, on va y venir un peu plus loin. Okay. Alors, ce que je veux... Pour les gens à l'audio, c'est pas la première fois que le mouvement existe. Donc, ce que j'ai ici, c'est une photo des années 70. Les années 70, vous avez 2 chocs pétroliers. Donc, à l'époque, les gens ont peur qu'on manque de pétrole. Ils se disent, on devrait en revenir à la voile. Donc, tu as eu une espèce de mouvement vers le retour du cargo à voile des années 70. Mais nouvelle technologie, on découvre plus de pétrole que jamais. Le prix s'effondre au début des années 80 et la même chose est arrivée au mouvement de voile cargo à l'époque. Donc, ça rappelle un peu ce que tu nous avais raconté avec l'histoire de la voiture électrique. Il y a des vagues. Chaque génération. Voilà. C'est ça, chaque génération, on revient un peu avec ça. Là. Exactement. Et une autre chose aussi, ce que je vois pas beaucoup dans la littérature d'aujourd'hui, mais pourquoi a-t-on abandonné la voile? Parce que ce qu'on va voir plus en détail, et encore une fois, pardon pour les gens à l'audio, c'est que la transition vers le charbon n'a pas éliminé la voile tout de suite, pour les trajets longue distance au moins. Donc, vous avez des navires à voile et à vapeur, les deux, jusqu'à la fin du 19e siècle, et la voile vraiment ne disparaît sur les trajets longue distance qu'au début du 20e siècle pour la plupart des navires. Il va rester des petites niches, là, mais la voile n'est pas disparue tout de suite pour les trajets longue distance. Donc,
On devrait se demander, mais pourquoi ont-ils abandonné la voile à l'époque, alors que dans les faits, ça aurait dû réduire leur consommation de charbon, de diesel. Mm-hmm. Et vous avez aussi, nos ancêtres n'étaient pas idiots. Hein? Ils ont essayé toutes sortes d'alternatives. Donc, ce que vous avez, l'image ici, il y a quelqu'un qui a mis une espèce de moulin à vent sur un bateau. Ici, l'idée étant que le moulin à vent générait de l'électricité pour le bateau. Mm-hmm. Donc, les gens ont essayé ça dans le passé, mais c'est pas resté à un moment donné. Ce qui n'est pas bête, là, quand on y pense, c'est vrai que tu te dis, ben, parce que le raisonnement à base, il n'est pas faux. C'est de dire, ben, le vent est une énergie gratuite, autrement dit. Là, donc, c'est sur l'océan, puis il y en a beaucoup. C'est sur l'océan, il y en a beaucoup. Donc, comment je fais pour l'utiliser pour bénéficier d'une énergie gratuite et abondante? Là? Donc, voilà. C'est sûr que des gens ont dû essayer de trouver 50 000 solutions. Là. Mais l'argument, c'est gratuite. Le vent est gratuit, mais est-ce que produire de l'électricité avec le vent? C'est ça. Ben voilà, c'est toujours la question. Un autre truc qui ne veut jamais mourir, c'est ce qu'on appelle les rotors Flettner. C'est un ingénieur allemand dans les années 20 qui a développé un système. C'est pas exactement une voile, là. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais ils ont mis ça sur 2 bateaux en 1922 puis en 1926, mais finalement, ça n'a pas pogné. Pourquoi? Mais ça revient aujourd'hui. Et est-ce que les raisons pour lesquelles ça a été abandonné à l'époque sont toujours pertinentes aujourd'hui? Donc, on va y revenir. Je ne veux pas vendre le punch tout de suite. Là. Je veux quand même garder quelques trucs. OK. Bon, mais je pense que c'est aussi important. Une chose dont on n'entend jamais parler dans les questions du voilier à cargo, c'est qu'il parle juste, dans le fond, du voilier, des bateaux à voile à haute mer. Il ne parle pas du transport sur les rivières, ce qui est quand même pas négligeable dans certaines régions du monde. Donc, ce que vous avez ici, c'est la navigation fluviale sur le Nil en Égypte. Le Nil a cette particularité peut-être absolument unique au monde pour les grandes rivières que le courant va du sud vers le nord et les vents dominants sont du nord vers le sud. Donc, si vous regardez les anciens hiéroglyphes en Égypte, si tu vois une voile sur un hiéroglyphe, ça veut dire qu'il voyage du nord vers le sud, il bénéficie du vent pour aller contre le courant. Mais si tu n'as pas de voile, ben, c'est parce que le bateau voyage du sud vers le nord. Donc, si tu veux aller à l'image suivante. Donc, la plus ancienne image qu'on a des cargos égyptiens, ça date d'à peu près 5500 ans. Puis, c'est juste que j'apprécie l'ingéniosité des anciens Égyptiens. Quand ils remontaient le courant, avoir un mât contre le vent, c'était pas vraiment pratique. Fait que, dans le fond, ils peuvent incliner leur mât quand ils remontent le courant. Donc, je veux juste prouver qu'il y a... Autrement dit, peu importe le sens qu'il prenait, il y avait toujours une énergie, donc que ce soit le courant, soit le vent. Donc, ça peut être... C'était la rivière la plus facile à naviguer au monde parce que tu n'as pas trop de rapide non plus, pour ce que j'en comprends. Non, c'est ça. Mais là, tu arrives aux autres places dans le monde, là, si tu veux aller à l'image suivante. Comment tu fais pour aller contre le courant dans la plupart des rivières du monde? Le vent, en règle générale, n'est pas aussi... prévisible puis aussi utile que tu peux l'avoir sur le Nil. Donc, ce que tu vois à travers l'humanité, c'est que ça prend du muscle pour faire remonter ton bateau sur une rivière. Je ne sais pas si le nom de Lamotte Cadillac va dire quelque chose à tes auditeurs, parce que Cadillac, c'est Cadillac l'auto, mais Lamotte Cadillac, c'est le Français qui a fondé Détroit, mais qui était aussi le gouverneur de la Louisiane à un moment donné, à Nouvelle-Orléans. Puis lui, il disait, on ne sera jamais capable de remonter le Mississippi, la rivière est trop forte, oubliez ça, il n'y aura rien à faire. Mais dans d'autres régions du monde, quand les rivières sont un peu plus petites, ce que tu as historiquement, c'est des choses comme la peinture que vous avez ici, c'est des chevaux qui tirent un bateau contre le courant. Mais si tu veux aller à l'image suivante, dans ce cas-là, c'est des chevaux, ils sont forts puis tout. Mais c'est là que je déclenche toujours, je lance toujours des petites pointes à mes étudiants. Ça ici, c'est la rivière Volga, là, pas loin d'où le prof Caron est. Là, vous voyez le Kazakhstan, c'est à la carte. Mais donc, il y avait une tradition là-bas où les gens les plus pauvres gagnaient leur vie à un certain moment de l'année en tirant des péniches contre le courant. Donc, ça s'appelait des burlaks. Donc, c'est une peinture célèbre ici en 1873. Mais, il y a eu des burlaks aussi longtemps que tu as eu des photos. Donc, si tu vas aller à l'image suivante, c'est juste de dire le privilège blanc, là, comment tu gagnais ta vie en 1900 en Russie. Là, et il n'était pas sexiste à l'époque. Vous voyez en bas, tu as un groupe de femmes qui tirent. Un groupe de femmes qui tirent après le... Ouais, c'est pas... C'est pas joué. Ça fait un peu penser à... dans le cas des plus petites embarcations sur les rivières, mettons au Québec, il fallait que tu fasses du portage dans les endroits où l'eau était trop basse.
Et là, ça, c'est du travail, c'est du jus de bras, pas à peu près. Là. C'est du jus de bras, sauf que le canot d'écorce, tu vois, c'est la portion que j'ai enlevée. Pour les auditeurs ne le savent pas, là, mais j'avais plus que 200 images au début. Fait que j'ai enlevé la section sur les canots puis les radeaux. Mais ça vaut la peine d'en parler. On y reviendra une autre fois. Mais le canot d'écorce, vraiment, je pense qu'au Québec, on comprend pas à quel point la navigation fluviale était difficile dans d'autres portions du monde parce que les Autochtones ici ont été très créatifs et le canot d'écorce, c'est de loin l'embarcation la plus légère et la plus facile à transporter en Oh oui, portage. pour vrai, si des gens en ont jamais vu, là, ou en ont jamais. Moi, j'en ai. En fait, on connaît dans l'endroit où je viens, on avait quelqu'un près de chez nous qui en faisait, en fait. À la réserve de Mastoyache, en fait. Il faisait des. C'est-tu Pointe Bleue, là, pour parler aux gens? Ouais, c'est Pointe Bleue. Okay, nous autres aussi, on appelait ça Pointe Bleue, mais tu vois, j'ai voulu être gentil. Oui, donc, à Pointe Bleue, c'est ça, il faisait ces canaux-là. Et pour vrai, ça pèse rien. Là. C'est vraiment un genre d'écorce de bois plié par la vapeur. Puis en plus, mais apparemment que c'est quand même assez difficile à faire. Là. Ouais. Le monsieur qui en faisait, il disait d'ailleurs, j'ai pas de relève. Là. On dirait que personne n'est capable de comprendre comment faire ça. Là. C'est extrêmement difficile. Ça prend beaucoup de dextérité. Puis mais une technique très particulière. Là. Mais je vous donne, si vous avez besoin de faire du remplissage à un moment donné, si Vincent n'est pas disponible, ça me fera plaisir de vous donner un cours sur l'histoire des canaux puis des radeaux. OK, ben là, on en arrive vraiment à la navigation maritime. Donc, la plus ancienne représentation qu'on a trouvée d'un bateau à voile qui va en dehors des rivières, si tu veux, c'est dans ce qu'on appelle le golfe Persique aujourd'hui. Donc, ça date d'à peu près 7000 ans. Pour les gens le Dieu, vous ne voyez pas grand-chose, mais on voit, c'est quand même un bateau avec deux mâts. Donc, c'est dans la région de l'Irak, Iran, Arabie Saoudite aujourd'hui. Le disque a été trouvé dans ce qui est aujourd'hui le Koweït. Ça vous dit quelque chose, tu vois, l'image suivante? Donc, ça veut dire que minimalement, depuis 7000 ans, les gens se déplacent. Ils font du commerce longue distance, c'est ça. Ils font du commerce longue distance, qui est quand même assez une période de temps. Bon, à l'échelle humaine, c'est pas si long que ça, mais 7000 ans, ça veut dire que l'art de la navigation a eu le temps de se peaufiner quand même pas mal en 7000 ans. Là. Et tu vois, une de mes légendes préférées, parce que c'est un dieu mésopotamien, ici, là, Enki, mais c'est le genre de dieu que j'aime. C'est un peu comme Saint-Joseph, c'est le patron des gens qui font des choses utiles de leur vie, là, qui travaillent des vrais objets, puis tout ça. Mais il est aussi le dieu des eaux douces souterraines, puis de l'exorcisme. Donc, pour moi, c'est le package, là, c'est Enki, là, c'est l'ultimate package. Mais lui, c'est ça, la légende a été transcrite sur des tablettes d'argile il y a à peu près 4000 ans, mais elle est sûrement beaucoup plus ancienne que ça. Mais l'idée, c'est qu'Enki crée la Mésopotamie au centre du monde, mais grâce au bateau, tu peux aller chercher ailleurs ce que tu n'as pas chez vous. Et c'est une leçon qui était bien comprise en Mésopotamie il y a 4000 ans. J'aimerais qu'on s'en souvienne un peu aujourd'hui. Donc, ce qui est aujourd'hui du Pakistan, ce qu'ils importent de là, c'est de l'or, de l'étain, des produits agricoles. Bahreïn, qui est plus au sud, des céréales puis des dattes. L'Iran, des pierres puis des métaux. Puis la Syrie, ils font venir du bétail. Et le bétail, je pense que c'est pas juste à pied. Je pense qu'ils le mettent aussi sur des péniches pour le descendre sur les fleuves jusqu'à la ville d'Our, UR, qui est le centre du monde, là, selon les Mésopotamiens de l'époque. Voilà, donc Enki. Moi, j'aime bien Enki. Voilà, je voulais juste le floquer comme ça. C'est très bon. Voilà. Les Phéniciens puis les Grecs, ça vous dit peut-être quelque chose, historiquement. Donc, les Phéniciens sont les premiers vrais navigateurs qui traversent la Méditerranée de façon permanente. Il y a une légende que j'ai déjà entendue qui dit que, dans le fond, si vous connaissez l'Iliade puis l'Odyssée, là, tous les monstres qu'Ulysse rencontre, j'ai déjà lu une interprétation. C'est les Phéniciens qui essayaient de faire peur aux Grecs pour leur dire « Allez pas vers l'ouest, là, c'est bien dangereux », puis tout ça. Puis ça a été repris dans l'Iliade puis l'Odyssée. L'Odyssée, surtout, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais je trouve que c'est cute. Mais comment tu navigues sur la Méditerranée? Puis c'est là que tu commences à... Là, tu n'as plus le même problème que dans les rivières, mais tu as quand même des contraintes importantes. Alors, vous avez une carte ici des principaux vents sur la Méditerranée. Ce que tu as autour de la Méditerranée, tu as les Alpes, tu as les Pyrénées, tu as des montagnes dans les Balkans, tu en as en Turquie puis ailleurs. Donc, il y a des vents dominants qui sont importants et avec lesquels il faut savoir composer. Donc, peut-être que vous connaissez vous avez peut-être déjà entendu des noms comme le Mistral et le Sirocco, là, qui sont peut-être les plus connus, mais il y en a d'autres aussi. Donc, il faut apprendre à connaître les vents sur la Méditerranée, si tu veux aller à l'image suivante.
Les courants marins aussi. Donc, vous avez une carte des courants marins. Donc, dans le temps de la Rome antique, apparemment, aller de Rome en Égypte, c'était bien facile. De revenir d'Égypte à Rome, c'était plus compliqué. Et si vous voyez les flèches, là, je m'excuse encore une fois pour les gens à l'audio, c'est de loin ma présentation la plus géographique à date aujourd'hui. Je ne sais pas comment présenter ça sur la carte. Mais vous pouvez voir que d'aller de Rome à l'Égypte, c'est facile de trouver des courants, mais en revenir, c'est beaucoup plus long et plus compliqué. Ben, donc, ce qu'on commence à comprendre, en fait, c'est que la navigation à voile, ça nécessite un package de connaissances et de casse-tête qui est nettement supérieur à celle d'avoir un moteur, parce que dans le moteur, bon, faut que tu composes avec certains courants qui peuvent peut-être être dangereux selon le type d'embarcation qu'on a, puis de ne pas éviter d'aller dans des zones où il pourrait avoir plus de tempêtes que d'autres. Mais clairement, tu as besoin de moins de connaissances. Là, parce que si tu as une propulsion si tu as un moteur à propulsion, ben en gros, tu peux passer par des chemins probablement beaucoup moins longs. Oui. Parce on va y venir. Tu vois, tu comprends tout ça intuitivement. Tu comprends mieux que tous mes collègues qui veulent en revenir à ça. Bon, quand on pense à l'Europe, on pense à la Méditerranée, mais historiquement aussi, le nord de l'Europe est importante. Donc, tu as la mer du Nord entre l'Angleterre et la Norvège. Puis, tu as la mer Baltique, là, Pologne, Suède, Finlande, les pays... Lituanie, Estonie, puis tu as la Russie aussi. Ils ont des courants, mais c'est un peu moins problématique pour ce que j'en comprends que la Méditerranée. Et moi, je peux dire que j'ai eu la chance à un moment donné d'aller à une conférence à Stockholm. Ils nous ont sorti sur un Drakkar, quand même tiré par un bateau en moteur. Là, ils nous ont pas fait ramer. Puis ils nous disaient, la mer Baltique, dans le fond, c'est un gros lac, c'est pas très profond, c'est pas très salé. On l'appelle une mer, là, mais dans le fond, c'est... Enfin, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont morts par noyade au fil des siècles là-dedans, mais ça a l'air que c'est pas la mer la plus difficile à négocier au monde, pour ce que j'en comprends. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit à l'époque quand j'étais en Suède, donc je vais me fier à mes autres. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'époque? Les gens développent des navires adaptés pour ces conditions-là. Dans la mer Baltique, surtout, il y a une association de villes marchandes qui est créée, qui s'appelle la Hanse. Ils créent une espèce de navire qui est connu comme une cogue. Une coque, c'est un navire qui est surtout marchand, mais quand même, ils construisent des tourelles pour se protéger des pirates puis d'autres problèmes où tu peux mettre des canons, où tu peux tirer sur ton ennemi. La coque, éventuellement, sera en Méditerranée. Vincent n'est pas là, fait qu'on peut dire du bien des Italiens. Ah non, c'est vrai, t'es italien, toi aussi. T'es italien dans ta famille. Dans ma famille, oui. Dans ta famille, voilà. Donc, les Vénitiens et les Génois sont sans doute les deux centres technologiques les plus importants en Europe. Fait qu'est-ce que font les Vénitiens et les Génois? Ben, ils prennent la technologie du nord de l'Europe, ils l'améliorent et ils créent notamment des caracs à partir des cogs, qui est un navire qu'on va associer à certaines personnes bien connues, si tu vas aller à l'image suivante. Donc, tu as un commerce maritime important, puis en même temps, les gens développent différentes capacités de naviguer. Tu as des marées dans le nord, dans l'Atlantique, tu n'as pas de marée en Méditerranée, tu as des vents dominants, tu en as moins, puis tout ça. Donc, au fil des siècles, les Européens, surtout les Italiens, développent une expertise qui est importante. Et c'est pour ça que quand on va en arriver au voyage de découverte, on dit toujours, c'est les Espagnols puis c'est les Portugais. En fait, c'est beaucoup les Italiens. Je veux dire, Colomb était un Italien, Amerigo Vespucci était un Italien, John Cabot, c'était Giovanni Caboto, ou Giovanni Caboto, je crois. Donc, c'est souvent les Italiens qui vont aller travailler pour les pays européens de l'Atlantique. Donc, il fallait juste faire une petite fleur aux Italiens, là. Mais qu'est-ce qu'on transporte à l'époque? Ben justement, t'es limité parce que tu peux transporter à voile. Ça ne peut pas être des denrées périssables. Il faut que ce soit quand même des denrées qui aient une certaine valeur. C'est moins vrai sur la mer du Nord. À l'époque, ce que les gens transportent surtout, c'est du hareng, parce que le hareng, c'est un poisson qui peut se conserver dans de l'eau salée, là, dans le saumure. Le poisson séché, c'est de la morue. Pourquoi la morue est si importante historiquement? Parce que c'est un poisson qui n'a pas de gras. Fait que tu peux le sécher, contrairement aux autres poissons. Tu peux le rendre dur comme du bois, puis si ensuite tu le fais bouillir, ben, ça redevient comestible encore. Mais les seuls articles de luxe que tu as dans le nord de l'Europe, c'est des fourrures puis de la cire d'abeille. Puis en Méditerranée, c'est des trucs un peu plus... ça, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, des trucs de haute valeur ajoutée qui ne sont pas des denrées périssables. Voilà. Ouais, c'est ça. On s'entend que la voile est quand même limitée pour ce que ça peut transporter. OK. Bon, ensuite, ce que vous avez ici, c'est une carte de l'océan Indien. Et là, tu te rends compte justement des périls, de la difficulté ou des limites, des contraintes apportées par le vent. Parce que ce que tu as dans l'océan Indien que tu n'as pas dans l'Atlantique Nord et que tu n'as pas en Méditerranée, c'est que les vents dominants changent.
à différents temps de l'année. Donc, à un certain temps de l'année, il souffle du sud-ouest vers le nord-est. À un autre moment de l'année, c'est du nord-est vers le sud-ouest. Donc, si tu veux aller au nord, il faut que tu y ailles entre avril et septembre. Si tu veux aller vers le sud, tu es limité entre novembre et février. Donc, tu ne peux pas vraiment aller contre le vent parce que les vents sont quand même forts. Tu as des moussons puis tu as d'autres trucs là, dans l'océan Indien. Mais le navire qu'ils utilisent à l'époque, ça s'appelle un boutre. Et c'est la première voile triangulaire et ça permet de naviguer un peu contre le vent. Mais bon, l'âge des découvertes, je vous ai déjà parlé de la caraque, mais vous avez aussi des caravelles et puis des galions qui vont venir un peu après. Donc, ça a l'air simple, la navigation à voile, mais je veux quand même rendre hommage à nos ancêtres. C'était loin d'être évident de développer ces trucs. Ben, ça a l'air simple quand on n'y réfléchit pas, mais juste quand tu prends en considération les courants puis les vents. Ouais. Puis comment gérer les voiles, puis comment tu vas contre les vents. Puis, oui, puis il n'y a pas d'instrument de navigation comme aujourd'hui. Il n'y a pas de sonar, il n'y a pas de. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de. Sonar, c'est un gars en avant avec une corde puis un poids de plomb là, qui dit OK, il n'y a pas d'eau au fond ici, il n'y a pas d'eau au fond. Wow, trop tard. C'est pas ouais, c'est ça, trop tard. Puis, à un moment donné, peut-être qu'on sous-estime les connaissances qu'ils avaient, mais à un moment donné, à moins d'avoir fait la route vraiment, vraiment souvent, tu devais, par moment, tu devais plus savoir t'es où, en fait. Là. Parce que, bon, c'est pas cartographié comme c'est aujourd'hui. Il n'y a pas de GPS pour savoir en tout temps, OK, je suis exactement là. Tu sais que tu t'en vas au nord, là, à peu près. Tu t'en vas au nord, à un moment donné, tu arrives. Puis heureusement pour toi, tu as des pilotes locaux qui connaissent les eaux locales. Donc, c'est ça. Donc, c'était dans la tête des gens à l'époque. Bon, ça l'est encore aujourd'hui, tu as des pilotes. Mais bon. Christophe Colomb, oui, je sais. Enfin, moi, j'ai lu des articles de ses défenseurs. La seule chose que je veux dire à la défense de Christophe Colomb, c'est quoi la différence entre lui et les navigateurs précédents? Oui, il dit que la Terre est plus petite que ce qu'elle est réellement. Il ne croyait pas que la Terre était plate. Mais ce qui vraiment le distingue des autres navigateurs, c'est que les autres navigateurs avaient peur d'aller à l'ouest, fait qu'ils naviguaient toujours pour avoir le vent d'en face pour être sûr de revenir. Ce que Christophe Colomb a fait parce que il a marié la fille d'un gouverneur d'une île dans l'Atlantique. Il réalise que les vents vont vers l'ouest. Fait que lui, il dit non, moi, je ne vais pas aller contre le vent pour pouvoir revenir. J'y vais avec le vent dans le dos, puis advienne que pourra. Donc, je simplifie un peu la contribution de Colomb, là, mais il a été avec le vent, pas contre le vent, contrairement aux gens avant lui. Donc, voilà. Je vous ai parlé la dernière fois des Portugais qui sont en Inde et puis qui sont au Japon avant les autres Européens. Ici, Vasco da Gama, on ne sait pas vraiment de quoi il avait l'air. La peinture ici, c'est bon. Ça date d'à peu près 200 ans, donc longtemps après qu'il a été là. Mais bon, c'est une caraque. Là, pour vous rappeler encore une fois que tu n'as pas de confort moderne là-dedans. Là, tu n'as pas de diesel, tu n'as pas de salle de bain, tu n'as pas de. Bon, voilà. Donc, ça transportait, mais c'était pas. C'est quand même la voile, c'était la voile. Là. C'était pas joyeux d'être là-dessus. Voilà, si tu veux. OK. Ensuite, les Hollandais vont arriver, navires un peu plus sophistiqués, vont trouver de nouvelles routes, vont s'établir en Indonésie. Et c'est pour ça qu'à une certaine époque, on disait que les seuls bons restaurants en Hollande étaient les restaurants indonésiens, parce que la bouffe hollandaise, vraiment, c'est comme pas vergeux. Voilà, bon, sans dire de mal. On dira pas de mal, là, mais... c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Pour y être allé, les gens là-bas, ils disent c'est pas... Trouvez-vous une bonne pizzeria ou... tu sais, t'es comme, OK, bon. Exactement. C'est ça. C'est ça. OK. Donc, qu'est-ce qu'ils découvrent, les Européens, lorsqu'ils se mettent à sortir de la Méditerranée, puis de l'Atlantique Nord, puis de la Baltique? Ben, tu as des régimes de vent, c'est comme sur la Méditerranée, mais à beaucoup plus grande échelle. Donc, tu as les alizés qui souffrent régulièrement d'est en ouest, là, c'est surtout au nord et au sud de l'équateur. Ça favorise la navigation vers l'ouest quand tu sors de l'Europe. Puis les vents d'ouest, c'est les vents dominants d'ouest vers l'est, mais ils sont un peu plus au nord et un peu plus au sud. Là. Fait que c'est ça. Je veux pas vraiment aller plus loin. Là. Ce qu'ils appellent en anglais les westerlies puis les trade winds. Mais je tiens à souligner encore une fois ici que dépendant du moment de l'année, la différence entre ce que les Européens connaissaient à l'origine entre la Méditerranée et l'Atlantique Nord et le reste du monde, c'est que le régime des vents change beaucoup plus en Asie qu'il va changer en Amérique du Nord. Et il faudrait peut-être se souvenir de ça quand on va revenir à la navigation à voile aujourd'hui. Avoir des produits de Chine à l'année à la voile, c'est comme pas évident. Ça n'existait pas à une certaine époque. Voilà.
Les courants marins, ça par contre, c'est beaucoup plus stable. Évidemment, c'est la rotation de la Terre qui surtout crée les courants. Donc, vous avez des courants rotatifs, l'océan Indien, le sud du Pacifique, le sud de l'Atlantique, le nord du Pacifique, le nord de l'Atlantique, etc. Donc, encore une fois, ça limitait ce que tu pouvais faire dans le passé. Les résultats, bon, ben lorsque tu es un Portugais qui a découvert les Indes, tu as du commerce profitable à faire, parce que tu peux même dire que quand l'Europe rencontre l'Inde, l'Inde est probablement plus riche que l'Europe à l'époque, ou l'océan Indien est certainement plus riche que la Méditerranée. Mais qu'est-ce que tu fais si tu pars de Lisbonne puis tu veux aller à Goa? Ben, tu n'as pas le choix d'abord de te rendre au Brésil à cause des vents puis des courants, puis ensuite de faire un grand swing au sud de l'Afrique, puis remonter au nord, puis tu peux encore une fois juste faire ça à un certain moment de l'année. Quand tu reviens, c'est plus simple. Tu n'as pas besoin d'aller virer jusqu'au Brésil, mais ça te dit encore une fois au début, un voyage en Inde impliquait de faire un détour par le Brésil en raison des vents et des courants. Voilà. Est-ce que c'est surprenant qu'il ne soit pas à ce moment-là aller au Brésil? Ah non, ben, le portugais, non, le Brésil, il parle portugais aujourd'hui, c'est pour ça. Non, mais je veux dire beaucoup plus tôt dans leur histoire, ça je veux dire. Ouais, ben les gens avaient peur. Les gens avaient peur de se lancer à l'océan dans des petits bateaux. Ouais, il y a des choses qu'on prend pour acquis aujourd'hui. Pas sûr que j'aurais eu le courage. Non, c'est ça. Donc, les résultats, ben, tu as quelques routes commerciales qui sont profitables, mais ils sont quand même limitées. Donc, ce que vous voyez sur la carte ici, c'est les Espagnols et les Portugais. Les Portugais sont en bleu, donc on a déjà parlé de la route des Indes. Ce que les Espagnols vont faire surtout, c'est les Amériques. Donc, tu pars de l'Espagne pour aller d'un Caraïbe, aller au Mexique, c'est quand même pas trop difficile. Mais tu as une autre route qui est un peu moins connue aujourd'hui. Puis, vu qu'elle n'est pas vraiment visible sur cette carte-là, je voulais que tu ailles sur la carte suivante. Ce que les Espagnols vont faire éventuellement, c'est qu'ils trouvent des grosses mines d'argent en Amérique du Sud, en Potosi notamment, et pour des raisons qu'on ne discutera pas, les Chinois veulent vraiment avoir accès à l'argent à l'époque, à l'argent peut-être même plus qu'à l'or. Fait que qu'est-ce que les Espagnols font? Bon, ils vont établir un comptoir à Manille aux Philippines, et c'est pour ça que les Philippines, pendant longtemps, étaient une colonie espagnole. Les Chinois se rendent à Manille, amènent toutes sortes de biens qu'ils échangent contre l'argent que les Espagnols amènent d'Amérique du Sud. Et ensuite, les Espagnols vont ramener ça jusqu'à Acapulco. Acapulco, à l'origine, c'est un port de mer qui reçoit les marchandises, surtout qui viennent de Chine. Et ce que tu fais souvent à ce moment-là, ben, tu mets ça à dos d'âne ou à dos de mulet, tu amènes ça jusqu'à Veracruz, qui est sur l'Atlantique, puis tu ramènes ça en Europe. Il y a une couple de légendes associées à ça. Une qui dit que notamment les premiers Européens qui auraient été à Hawaï, ça n'aurait peut-être pas été les Anglais avec James Cook, mais un navire espagnol qui aurait dérivé, qui aurait été pris dans une tempête. Et ça a l'air que tu as des légendes à Hawaï qui disent que les Espagnols étaient là avant les Anglais. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais l'idée étant que la route habituelle ne passait pas par Hawaï, qui était plus au nord. Mais ça a l'air qu'il y a des légendes hawaïennes qui disent que les Espagnols étaient là longtemps avant les Anglais. Mais bon, je le mentionne parce que je trouve ça amusant, mais je sais pas. Mais il n'y a pas de preuve de ça, finalement. L'ADN, c'est dur de trouver de l'ADN d'Espagnol après 500 ans. Là, je sais pas. Non, mais il aurait pu avoir, je sais pas, des vestiges. Ouais. Ben, ça aurait été un équipage qui serait échoué. Là, fait que, bon, okay. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Je sais pas. Voilà. Les Hollandais, comme je le disais, vont découvrir de nouvelles routes. Et une chose qu'ils vont découvrir notamment, c'est que si tu vas vraiment au sud de l'Afrique du Sud, quand tu te rapproches de l'Antarctique, tu as des vents très forts qui vont toujours dans la même direction, d'est vers l'ouest. Fait qu'eux, ce qu'ils vont faire, ils vont réussir à se rendre en Indonésie en évitant les changements de vent dans l'océan Indien. Donc, ils coupent le trajet requis de moitié, donc de 12 mois à 6 mois, en allant le long de l'Antarctique parce que les vents sont dominants. Donc, c'est la route de Brouwer, nommée pour M. Hendrik Brouwer. Vous allez voir, c'est pertinent, on va y revenir. Donc, à un moment donné, les Portugais, les Espagnols sont moins importants, les Hollandais, les Français, les Anglais arrivent, et ça vous donne ici une idée de ce que vous pouviez transporter de façon profitable si vous étiez la compagnie orientale la compagnie des Indes orientales. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est des trucs, évidemment, bon, c'est des épices, mais c'est aussi la vaisselle que j'ai mentionnée la dernière fois. Non, tu peux y aller. C'est des épices, des tissus, ce genre de choses-là. L'appropriation culturelle. Oui, ben c'est ça fait le pont avec ce qu'on parlait l'autre fois. On comprend mieux pourquoi en Inde, il y avait autant de trucs portugais qui aujourd'hui sont considérés comme locaux. Indiens, locaux, mais en réalité, c'est ça. C'est importé par les Portugais. Puis ce que je ne vous ai pas dit la dernière fois sur la porcelaine, notamment blanche et bleue, qui est importée de Chine, c'est qu'à l'origine, ça a l'air que les Chinois n'aimaient pas vraiment ça. Depuis le début, c'était
C'était des trucs qu'ils fabriquaient pour les Perses ou pour d'autres personnes en Asie plutôt que pour eux-mêmes. Mais bon, les Portugais vont commencer à ramener, puis tu as des vaisseaux hollandais qui vont ramener ce qu'on va appeler de la porcelaine crack. Pourquoi crack? Parce que ça a l'air que crack, c'est carac en hollandais. Et puis ça a l'air que on a trouvé des naufrages. Aujourd'hui, tu peux trouver un bateau hollandais qui s'est échoué, je sais pas, au large de l'île Maurice dans l'océan Indien. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans certains bateaux, ils pouvaient mettre genre 250 000 plats, assiettes et tout ça. Donc, tu avais vraiment un marché en Europe parce que les Européens n'avaient pas encore découvert comment faire une porcelaine aussi fine, blanche et puis tout ça. Donc, tu vois, même ramener de la porcelaine à un moment donné peut être payant. Donc, voilà. Bon, ça, c'est ce que vous avez peut-être appris au secondaire. J'espère que vous l'enseignez encore. Le commerce triangulaire, là, dans le fond. C'est l'Europe, d'abord, tu vas en Afrique. Bon, en certains cas, tu ramènes des esclaves ou d'autres choses. Tu vas en Amérique, je sais pas, dans les Caraïbes, tu ramènes du sucre. Amérique du Nord, tu ramènes du bois, puis du bois, des fourrures, ces choses-là. Et pourquoi vous aviez un commerce triangulaire comme ça? Encore une fois, c'est les vents dominants, puis c'est les courants marins. Donc, tu es limité par ce que tu peux faire avec le navire à voile. Bon, il y a quand même des progrès à travers le temps. Ici, Matthew Fontaine Maury, c'est un Américain qui passe sa vie dans le fond à ramasser toute l'information qu'il peut ramasser sur les vents marins. Et ça permet d'établir des cartes qui sont plus précises que ce qu'il y avait avant. Je m'étais prévu une blague de mauvais goût ici que je devrais sans doute pas avoir, mais Maurice est vraiment un sudiste. Là. Il dit que les races ne devraient pas se mélanger puis tout. C'est un bon navigateur, côté personnel. Il serait bien à sa place dans une université moderne aujourd'hui où il divise tout le monde par race. Voilà. OK. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exact. Il était déjà prêt à traiter les gens selon leur couleur. Exactement. Donc, les Clippers au 19e siècle, c'est un terme un peu général, mais ils développent à l'époque des technologies pour rendre les bateaux à voile beaucoup plus rapides. Notamment, tu peux mettre du cuivre sur ton bois, là, ce qui réduit les problèmes de parasites puis qui fait que ton bateau va beaucoup plus vite. Les nouvelles technologies te donnent aussi la possibilité d'avoir des mâts qui sont beaucoup plus hauts que par le passé. Donc, tu as des bateaux qui sont plus performants, tu as les cartes de Maury, puis fait que le résultat, c'est que tu peux aller beaucoup plus vite que par le passé en bateau à voile, et je devrais peut-être pas le dire tout de suite, mais ils sont même plus rapides que les bateaux à vapeur pendant un bout de temps. Donc, juste le résultat ici que je veux donner. La vitesse est multipliée par 50% de 1750 et 1830. Là. Donc, vraiment, tu as des avancées importantes au 19e siècle. Mais tu es limité parce qu'un clipper peut transporter, parce qu'évidemment, la capacité de charge n'est pas énorme. Donc, c'est surtout des passagers, puis la marchandise à très haute valeur ajoutée, encore une fois. Si tu vas à l'image suivante. Donc, une marchandise à très haute valeur ajoutée à une certaine époque, c'est la nouvelle récolte de thé en Chine. Donc, c'est un peu comme le Beaujolais nouveau. Je ne sais pas si ça existe encore au Québec. Je me souviens quand j'étais flou. Le Beaujolais arrive, tout le monde se garochait pour ça. Mais tu avais la même chose pour le thé qui venait de Chine à l'époque. Donc, par où il passait? Il partait de Chine, passait à travers l'Indonésie, au sud de l'Afrique, puis éventuellement arrivait à Londres. Donc, tu avais une course là, pour savoir qui arriverait le premier. Puis, tu avais évidemment, plus tu arrivais tôt, plus tu vendais ton thé cher. Là. Voilà. Donc, le progrès à travers le temps, Dow, ça c'est le boutre de l'océan Indien dont on parlait plus tôt, ça va à peu près à 13 km à l'heure. Une carac, c'est un meilleur bateau, mais c'est pas plus rapide, c'est à 10 km à l'heure. Un galion, tu es à 15, puis un clipper, tu es à 30. Là, vraiment, 30 c'est quand même 3 fois plus vite le clipper que le carac. Là, exactement. Sauf que c'est ça. Le carac, c'était plus. Ouais. Mais encore une fois, tu n'as pas la. Évidemment, tu aurais pu transporter du cargo si tu voulais, mais tu vois quand même les progrès, les trucs. Quand même des sens. OK. OK, quelques autres images. Puis ensuite, on peut aller à Patreon là, quand on va sortir de la pure voile, c'est ça. Mais c'est pas la fin. Les clippers, c'est pas la fin de la voile au 19e siècle. Tu as encore un segment de marché qui peut justifier d'avoir des plus gros bateaux. Et ce qui va devenir, si tu vas aller à l'image suivante, ce qui va devenir rentable, mais vraiment pour pas longtemps, c'est de construire des gros bateaux à voile, mais en métal. Ce qui leur permet d'être beaucoup plus gros. Donc, ils ont été construits surtout en 1870 puis 1900. Là. Je me souviens quand toi, tu n'étais pas au monde à l'époque, là, Québec 84, les grands voiliers, là, je pense que c'était un certain Rafio qui datait de... Ouais, Rafio, je ne devrais pas dire ça. Ils ont été retapés puis ils servent à autre chose aujourd'hui. Ouais, mais on se comprend. Qui ont été faits. Mais c'est ça. Donc, ils commencent, si tu vas aller à l'image suivante, ils commencent à construire des grands voiliers. Et ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi est-ce que les gens délaissent le bois à l'époque. Parce que le bois est limité.
Un bateau de bois n'est pas suffisamment solide pour dépasser une certaine taille, qui est d'à peu près 91 mètres, là, 300 pieds. Là. Si tu commences à pousser quelque chose avec le vent en bois, la coque ne durera pas. Construire un bateau en bois est beaucoup plus difficile que construire un bateau en acier, ce qui est peut-être ce que Ciba et les autres granos là, au Costa Rica commencent à comprendre. Ben, pour le rendre étanche, notamment. Voilà. Et les pièces de structure étaient volumineuses par rapport au fer. Donc, ça te prend des gros madriers qui permettent de soutenir, si tu veux, le reste du bateau. Mais le fer étant beaucoup plus solide, tu n'as pas besoin d'avoir des genres de grands morceaux au milieu là, qui tiennent la coque. Et la forme des navires en bois était restrictive parce que justement, enfin, je ne veux pas entrer dans les détails, je ne suis pas architecte naval, mais il faut que ton navire soit assez large. Tu ne peux pas faire un navire en bois qui est trop long puis trop étroit, ça ne durera pas. En tout cas, faites-moi confiance, là, s'il y a des auditeurs qui veulent des sources, écrivez-moi, là, je vous les enverrai. Je vais passer à la prochaine image. Donc, les derniers grands bateaux vont être nommés des windjammers. Puis ça, c'est un nom péjoratif. C'est les gens sur les bateaux à vapeur qui regardent ça et disent « Ah, mon Dieu, que les pauvres marins sur ces bateaux-là font pitié par rapport aux conditions qu'on a. » Donc, mais ce sont des voiliers, mais qui sont très grands et beaucoup de mâts. Les mâts sont très élevés, puis beaucoup plus d'espace de chargement que par le passé. Windjammer, c'est péjoratif parce que les équipages des navires à vapeur les regardaient passer, puis ils se disaient « Ah, ça a l'air de se bloquer contre le vent. C'est donc difficile à manœuvrer, pauvres marins, blablabla. » Fait que Windjammer, c'est péjoratif. Voilà. Donc, la dernière route qui va être profitable pour le navire à voile, c'est entre l'Australie et la Grande-Bretagne. Je vais vous dire pourquoi dans quelques minutes, mais ce que les gens vont faire à l'époque, c'est que tu as du blé qui est disponible en Australie à une certaine époque de l'année. Les saisons sont inversées. Tu as une demande pour le marché anglais parce que tu étais à la fin de l'hiver. Les nouvelles récoltes ne sont pas encore arrivées. Fait que tu as une demande pour du blé supplémentaire. Donc, ce que les gens vont faire, ce que certains armateurs vont faire, vont utiliser ces bateaux-là pour aller en Australie. Tu es rempli de blé, tu les amènes en Angleterre. Puis, il y a encore moyen de faire de l'argent avec ça parce que même si ton navire est en retard d'une semaine ou 2 semaines, ça ne dérange pas vraiment. Tu as toujours de la demande pour le blé à Londres cette année-là. Voilà. Le problème que tu as, c'est qu'encore une fois, tu es un voilier. Fait que les bateaux à vapeur à l'époque qui font le trajet entre l'Australie puis la Grande-Bretagne peuvent aller où ils veulent. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit avec la route de Brouwer. Les meilleurs vents sont près de l'Antarctique. Donc, quand tu es sur ces grands bateaux-là, il faut que tu passes le plus près de l'Arctique possible pour aller chercher des vents puis remonter. Et à la fin des Windjammers, ce qui va arriver, tu as un armateur finlandais, c'est un Suédois de la Finlande, la minorité suédoise en Finlande. C'est un peu comme dire, tu as John Smith de Westmount qui achète un paquet de bateaux. C'est un Québécois, là, mais bon. Fait que lui, il achète tous les bateaux, il les laisse se dégrader, il sait qu'ils n'ont pas d'avenir. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils engagent des jeunes hommes en Australie qui n'ont pas vraiment d'expérience, mais qui veulent, dans le fond, être payés pour aller en Grande-Bretagne. Puis ça a l'air qu'en moyenne, tu as un mort par voyage. Les gens tombent des voiles ou sinon la mer est tellement mauvaise que ça emporte des gens. Fait que en moyenne, un mort par voyage de Windjammer à la fin entre l'Australie et la Grande-Bretagne. Mais j'ai souvent vu des trucs comme quoi que c'était un des passages les plus dangereux. C'est le plus dangereux au monde. Mais eux, entre le Cap Horn et la péninsule de l'Antarctique. Oui. Mais le problème que tu as avec les voiliers, c'est que c'est dangereux même pour un bateau aujourd'hui. Sauf que pour un voilier, il faut que tu ailles plus près de l'Arctique qu'un bateau à vapeur. Pour aller chercher le bon courant, c'est ça. Exactement. Donc, c'est ça. Il y a un documentaire qui était disponible il n'y a pas si longtemps. Là, en tout cas, non, moi, 20 millions, je ne l'aurais pas fait. Ça a l'air vraiment... En tout cas, je comprends que tu es jeune et innocent à un moment donné. Puis à l'époque, tu n'avais pas d'image qui te montrait à quel point c'est dangereux. Mais bon. Écoute, on pourrait peut-être passer à la partie Patreon maintenant. Là, oui, on peut. C'est ce qu'on va faire. On va parler de problèmes à voile et tous les problèmes que la vapeur et par la suite le mazout ont résolus. Parfait. Donc, vous avez vu un peu la mise en contexte et là, on va passer à pourquoi on a changé, pourquoi on a délaissé ça et est-ce que c'est possible d'y revenir finalement? Exactement. Voilà.